Inondations, effondrements, c'est le lot LOT qui accompagne la saison de pluie 2024. Rien que du 7 au 15 août, 26 cas d'inondation ont été enregistrés dans le pays, d'après les données du Comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes SECOGEC. Aux dates précitées, on dénombrait plus de 32 000 sinistrés et 15 morts. Comment expliquer ces inondations? À combien peut-on estimer les dégâts causés jusque-là? Quelles sont les actions en cours pour venir en aide aux sinistrés? Mais surtout, comment réduire l'impact social et économique des inondations? Inondations, impact socio-économique, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Notre débat de ce soir est intitulé Inondations, impact socio-économique. Avant d'en parler, je vous laisse découvrir le portrait de notre invité principal. Lui, c'est Dr Abdoulaye Deyoko, ex-directeur national adjoint de l'urbanisme et de la construction. Il a occupé cette fonction durant 6 ans, c'est-à-dire de 1978 à 1983. À ce titre, le directeur Deyoko a travaillé à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Bamako, SDAU. C'est lui qui a réalisé les travaux d'urbanisation de la Cité du Niger en 1984 avec le bureau d'études JID-SA. De 1985 à 1987, lorsque des villages ont été touchés par les eaux du barrage de Manantali, c'est également Abdoulaye Deyoko qui a réalisé l'étude de recasement. Spécialisé dans l'élaboration de projets d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de réalisation, M. Deyoko est, depuis 1987, le promoteur de Urbatech, un bureau d'études urbanistiques. Ces 30 dernières années, Dr Deyoko a réalisé plusieurs schémas directeurs d'envergure, notamment à Nioro du Sahel, Bankas, Ansongo ou encore le cercle de Koutiala. Il a collaboré avec le groupe 8 sur le 3e projet urbain du Mali, dénommé Décentralisation et infrastructure. À travers son cabinet Urbatech, cet expert a été sollicité pour le programme décennal des investissements à Bamako, puis l'étude de faisabilité de la zone industrielle. Au plan sous-régional, en 1994, Dr Abdoulaye Deyoko a élaboré la stratégie d'aménagement du Grand Ouaga au Burkina Faso. Mais avant cela, en 1990, il a réalisé l'esquisse du plan d'aménagement de Diokwe en Côte d'Ivoire avec le concours de l'ONG CEFRAR. À cela s'ajoute le schéma directeur Kindia en Guinée. Passionné par la transmission du savoir, Dr Deyoko a été professeur vacataire à l'ENI-ABT de 1979 à 1985. En 2006, il a lancé la première école d'architecture du pays dénommée ESIO, École supérieure d'ingénierie d'architecture et d'urbanisme. Il est lui-même titulaire de 2 doctorats de 3e cycle, un en urbanisme et l'autre en aménagement du territoire, tous obtenus en 1977 à l'Université de Paris en Sorbonne. Au plan associatif, le directeur Deyoko est membre de l'Ordre des urbanistes depuis 1997, président d'honneur de la FACT Sahel+, une ONG de construction en terre. Chevalier de l'Ordre national du Mali, Abdoulaye Deyoko, promoteur d'Urbatech et ex-directeur national adjoint de l'urbanisme et de la construction, est l'invité principal de Entreprendre. Abdoulaye Deyoko, spécialiste en urbanisme et en aménagement du territoire, fondateur et directeur du cabinet d'urbanisme Urbatech, m'a rejoint. Monsieur Deyoko, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation d'Entreprendre. Bonsoir, merci aussi de m'avoir invité.
Alors, comme cela a été dit à l'instant, donc vous avez été le directeur national adjoint de l'urbanisme et de la construction de 1977 à 83, c'est bien cela? Oui, effectivement. Pour commencer d'abord, j'ai fait un doctorat de 3e cycle à l'Université de Paris 1, la Sorbonne, en urbanisme, et un diplôme de 3e cycle en aménagement de territoire à l'Institut d'études de développement économique et social. Bon, je dois préciser la différence entre un diplôme, un doctorat de 3e cycle et un diplôme de 3e cycle. C'est quoi la différence? Le doctorat, ça se fait dans les universités. C'est pour ça qu'on a de très grandes universités au Mali. Donc, le diplôme de 3e cycle se fait dans les instituts. Bon, donc, muni de ce diplôme, quand je suis arrivé au Mali, très jeune, j'ai eu la chance d'être nommé directeur adjoint de l'urbanisme après 1 an de stage. Bon, ce qui fait que, bon, c'était une sorte d'aventure qu'il fallait jouer. Donc, j'ai été directeur adjoint de 78 jusqu'en 83. Et si vous voulez qu'on parle un peu de ce qu'on a fait. Brièvement, quelques réalisations. La cité de l'UNICEF, c'est quand j'ai quitté l'administration. En fait, ça s'appelait Komogun. C'est-à-dire qu'à l'époque, la création de Bamako, les Nyaré étaient des animistes, chefs de village. Les Tourés étaient des musulmans, imams du village. Donc à l'époque, les Nyaré faisaient les sacrifices et autres sur l'île qu'on a appelée Komogun. Et quand j'ai quitté l'administration, j'étais avec des amis à moi, qui sont malheureusement décédés maintenant, paix à leur âme. Siraba Traoré et Djil Moussa Kouyaté. Siraba est topographe, Djil Moussa est aménagiste et moi je suis urbaniste. Nous avons été contactés par un des héritiers de Nyaré qui s'appelle Tchan Nyaré et qui avait fait de la cité du Niger son verger. C'est quand on a vu ça qu'on a convaincu la personne pour dire que c'est la meilleure partie de Bamako. Finalement, il nous a écoutés et on a fait l'étude. On a essayé de faire la promotion. Et nous avons approché une famille italienne. Vous savez que les meilleurs constructeurs au monde, c'est les Italiens. Les Italiens ont effectivement une bonne réputation. Voilà. Et donc, avec ces Italiens-là, nous avons essayé de réaliser la cité du Niger. On a enlevé d'abord le terme Komogun pour en faire la cité, parce que c'est entre le bras du fleuve et le fleuve lui-même. Voilà un peu comment l'aventure est partie. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir tout au long de cette émission sur votre brillant parcours, mais avant, je vous invite à regarder ce grand reportage qui va nous permettre de faire le point sur cette question d'hivernage 2024 au Mali et ses conséquences. Dans le sol, maisons effondrées, habitants dans le désarroi. Ici, c'est le quartier Missabougou en commune 6 du district de Bamako. Nos équipes s'y sont rendues le lundi 19 août 2024, soit 72 heures après des pluies intenses qui se sont abattues sur la capitale et sa périphérie. Jibi do anga ya sansa abanga mino be chenye ko mfa koko bibe alo juma do rata na anga koko be bina yanno. Si aucune perte en vie humaine n'a été déplorée à Missabougou lors de notre passage, certains ont échappé au pire grâce notamment à l'aide de leurs voisins. C'est le cas de Nayan. Cette riveraine explique avoir été sortie de sa maison par la toiture suite à l'effondrement de son mur. Ka sofa ne ni nga dem sanu dala an sigi ɲɔgɔn olu de toli fara kan ta an la yɛlɛ ka bɔ sanfɛ du ko ji la ka du kɔnɔ an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la koko bina degun b'an kan
degun b'an kan yan bi dɛ san mana na cogo o cogo en tant que ji ma jɔ an tɛ se ka da. À l'instar de ce quartier, plusieurs zones du pays ont été touchées par les inondations. Les cas les plus marquants ont été enregistrés à Bla, dans la région de Ségou, et à Gaoville. Les eaux ont littéralement pris le dessus sur les habitations, les commerces, les routes, même les hôpitaux n'ont pas été épargnés. Entre le début de l'hivernage et le 15 août, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a recensé 59 cas d'inondation, dont 26 nouveaux cas entre le 7 et le 15 août. Des pertes en vie humaine sont à déplorer. Elles ont aussi occasionné encore des pertes de vies humaines. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 15 morts par suite de ces inondations, qui a totalisé à peu près 10 309 personnes sinistrées. Chargé des questions météorologiques, Mali Météo sonne l'alerte et prévoit d'autres fortes pluies dans les semaines à venir. Nous sommes au mois d'août déjà, et dès l'entame de la saison, nous cessons d'informer nos populations, d'alerter les populations par rapport au risque d'inondation. Nous aurons de la pluie jusqu'au mois de novembre. Nous entamons la phase pic présentement. Si les changements climatiques ont une part de responsabilité dans les nombreux sinistres enregistrés, le mauvais comportement de la population qui jette les déchets dans les collecteurs, combiné au manque de sanctions des contrevenants à la réglementation en vigueur, n'augure pas de lendemain meilleur. Il y a des collecteurs naturels partout dans le monde. La Terre même a sa géographie qui fait drainer là où l'eau doit être drainée, qui finissent par les ruissellements des marigots, des rivières jusqu'aux fleuves. Mais tous ces passages-là, on a partagé aux gens pour qu'ils s'y mettent, ou bien certains même sont venus l'occuper, et qui créent l'inondation. Vous voyez par exemple au niveau de Djikoronin, on est en train de construire dans les nids du fleuve et du marigot, et obstruant tout passage aux yeux de tout le monde. Et la population, c'est-à-dire, ne peut pas interpeller, parce que tout simplement, c'est des gens qui ont des autorisations. Pour minimiser au mieux les risques d'inondation et d'effondrement, l'État est invité à pleinement jouer son rôle. Tant qu'il n'y a pas de sanctions pour certaines choses, tant que les mesures ne sont pas, les tests le disent, ne sont pas respectées pour sanctionner certaines choses, ces choses-là vont continuer toujours. Parce que d'autres y vivent dedans, trouvent leur intérêt. À chaque fois qu'il y a des catastrophes, c'est leur intérêt aussi. Mais on ne fait rien pour arrêter, malheureusement. Il faut que l'État accepte de punir certaines personnes qui sont à la base de ces activités pour qu'on puisse diminuer certains sinistres et certains dégâts pendant l'hivernage. D'après les données du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes au 15 août 2024, plus de 32 000 sinistrés ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire. Des vivres et non-vivres ont été distribués à 535 ménages sinistrés à Bla et Bakebougou, dans la commune de Baraouli. À en croire le Secogec à Bamako, des curages, enlèvements et évacuations des déblais de certains collecteurs du district ont été réalisés ces derniers mois sur un linéaire de 18 145 mètres sur un total de 32 911 linéaires. Monsieur Deyoko, une réaction par rapport à ce reportage que l'on vient de voir? Ma première réaction, c'est que les gens réagissent après, mais pas avant. Et c'est ça que j'ai fait le reproche. Parce que tout le monde sait que Bamako, en matière en tout cas d'évacuation des eaux pluviales, l'eau n'a plus de sortie ou de place pour circuler, puisque tout est rempli de déchets, d'ordures, etc. Donc il y a une indiscipline caractérisée même dans Bamako d'abord, ensuite dans les autres villes. La deuxième chose, c'est que vous savez, il y a un changement climatique qui est en train d'arriver. Les gens auraient dû quand même essayer de prévoir. Et la troisième chose, c'est, disons, l'augmentation de la population
surtout dans le cas de Bamako. Vous savez que Bamako atteint plus de 3 millions d'habitants. Justement, on va en parler tout à l'heure. Peut-être qu'on va en parler. C'est ça. Et l'afflux rapide de cette population n'a pas permis aux services de l'État ou d'autres services de prendre des dispositions. Parce que le Mali connaît quand même des problèmes au niveau du Nord Mali. Justement, j'ai le plaisir donc de recevoir deux autres invités. Je vais d'abord commencer par présenter Monsieur Arbokana Mega. Vous êtes donc l'ancien président de l'Ordre des ingénieurs conseils. Vous êtes le directeur du bureau d'études ingénierie Lobo Conseil. Merci d'être donc venu sur ce plateau. Je vais également présenter notre troisième et dernier invité. Il n'est autre que Ousmane Sow. Monsieur Sow, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation également. Vous êtes architecte, environnementaliste, c'est vous qui pilotez le projet Métropole Grand Bamako. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Vous êtes assistant technique à la mairie du district de Bamako. Messieurs, une première réaction sur le reportage que l'on vient de voir. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit après tout ce qui a été dit dans ce reportage? Monsieur Mega. Merci. J'aimerais avoir une pensée vraiment pour l'ensemble des sinistrés, tous ceux qui ont subi ces inondations-là, et puis souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont blessés, et que ceux qui ont perdu la vie, que leur âme repose en paix. Bon, quand on voit tout ça, il faut se dire, pour nous spécialistes, on n'est pas étonnés, parce qu'on sait que avec le changement climatique, de plus en plus, on va assister malheureusement à ce genre d'inondations qui deviennent de plus en plus récurrents. Quand on regarde déjà Bamako, ces 10 dernières années a subi, ou 20 dernières années a subi au moins 4 épisodes d'inondations de ce genre, 2009, 2013, 2018 et 2024. Donc, et puis aussi Bamako, en termes d'agglomération, est l'une des villes qui se développe le plus rapidement en Afrique et 6e au monde. Et on n'arrive pas, et les infrastructures d'assainissement et d'aménagement n'arrivent pas à répondre. Donc ce genre d'épisodes malheureusement seront malheureusement fréquents. Monsieur Sow, au-delà de Bamako, on a vu que certaines régions ont été touchées. On l'a dit dans le reportage, on pense à la région de Ségou où les villes Combla étaient littéralement sous les eaux. On a aussi la ville de Gao. Donc ce n'est pas seulement la capitale, c'est vraiment tout le pays à cause du changement climatique comme cela a été dit. Bon, il ne faut pas mettre tout sur le dos du changement climatique. D'abord, je rejoins ma voix à Maïga pour les pertes de vies humaines. Une vie humaine perdue dans une inondation, c'est une de trop. Ça ne devrait pas arriver aujourd'hui avec toute la technicité, l'évolution des techniques au niveau mondial. Nous ne devrons plus perdre de vie pour des cas d'inondation. Mais la situation est telle que chaque fois que l'homme pose un acte, il agit sur son environnement. Et le fait de tout bétonner en ville, c'est-à-dire de construire sur une parcelle, diminue sa capacité d'absorption de l'eau de pluie. Et on est en site urbain. Et donc, il y a plus de bâtis que de non-bâtis. Et tous ces facteurs-là font en sorte que l'eau n'ayant plus la possibilité de s'infiltrer parce que la terre a été transformée, remplacée par des bâtiments ou bien des routes bitumées, ce qui fait cette eau-là cherche un chemin pour s'évacuer. Il se trouve que son chemin d'évacuation aussi a été occupé. Et il n'y a pas plus type que l'eau. Vous occupez le chemin de l'eau, vous avez affaire avec lui. Et l'un dans l'autre, ce qui fait qu'on se retrouve avec des torrents qui malheureusement ne peuvent pas être, parce que nous avons des pluies qui sont de forte intensité et avec un temps réduit. Et nous n'avons pas d'infrastructure capable d'absorber la quantité de pluie qui tombe en une seule fois, en quelques minutes, en 10 minutes, ça peut aller très vite. Hein.
nous n'avons pas d'infrastructure capable d'absorber cette quantité d'eau-là qui tombe. Alors, il y a un dispositif qui manque. Ce dispositif, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en jargon technique des bassins d'orage. Il faudrait que nous pensions à insérer ce système de stockage de l'eau de pluie pour pouvoir en faire un bon usage après les pluies de forte intensité. On va bien sûr revenir en détail sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, sur les propositions, sur ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Mais messieurs, avant, je vous invite à regarder cette première infographie qui va nous amener à parler du nombre total d'inondations depuis le début donc de cette saison d'hivernage. Donc du début juin jusqu'au 15 août, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a dénombré 59 cas d'inondation. Ça, c'est aussi bien à Bamako qu'à l'intérieur du pays. On va voir cette autre donnée qui va nous permettre de détailler un peu ce que je viens de dire sur les 59. Le bilan des inondations entre le 7 et le 15 août 2024. Donc, entre le 7 et le 15 août 2024, d'après le CECOGEC, donc le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, 26 cas d'inondation ont été enregistrés juste entre la période du 7 au 15 août. Et là, vous avez les différentes zones où ces inondations ont été observées. Monsieur Deyoko, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le réchauffement climatique, ça a été dit également, il y a aussi le comportement humain, mais on sait qu'au Mali, la saison de pluie, c'est 3 mois, quand on sait que dans d'autres pays, c'est 9 mois. Je pense que si on va un peu plus loin, c'est que tout le monde sait que le maximum de pluie tombe au mois d'août, qu'on appelle traditionnellement Tchotchoni. Bon, ça c'est un phénomène connu dans Bamako. Maintenant, le cas spécifique de ces dernières années, comme j'ai dit, c'est que l'eau, son passage est bouché. Or, l'eau, c'est quelque chose, quand on bouche son passage, crée d'autres passages. Et en créant ces passages, ça augmente la force d'écoulement. Et ça, c'est un élément capital qu'on a observé ces derniers temps, surtout ces derniers jours, où on voit l'eau couler avec force. Notre école est au Badjalan 1, juste à côté des rails. Et vous savez qu'il y a une forte pente de Koulouba jusqu'au fleuve. Et quand on regarde en amont, on voit que le passage du Marigot est obstrué. Donc ça diminue, si je veux, l'espace d'écoulement. Et si vous faites un exemple, vous prenez un tuyau pour amener l'eau, vous appuyez là-dessus, ça vient avec force. Et c'est ce cas qui se pose, et c'est pour ça qu'on reçoit de l'eau avec force, avec violence, et qui crée beaucoup de dégâts. C'est un des éléments, je ne dis pas que c'est ensemble, mais en tout cas c'est un des éléments qui font que l'eau coule avec vitesse. Monsieur Mega, monsieur oui, l'eau coule avec vitesse parce qu'il faut comprendre aussi, si on se situe dans la situation de Bamako. Bamako est assez particulier en termes de relief. Vous avez des pentes qui sont très fortes. Donc quand les pentes sont fortes, et que l'intensité de la pluie est élevée, donc vous avez une vitesse, plus la pente est forte, plus la vitesse est grande. Ok? Donc il y a une quantité assez élevée d'eau qui arrive au point le plus bas, le plus vite possible. Et c'est là où malheureusement on trouve certaines populations qui... Justement, bon, ça c'est une question d'urbanisme, d'aménagement. Malheureusement, Bamako est une cuvette. Et vous avez beaucoup d'endroits qui sont inondables. Et ces endroits inondables, il n'y a pas eu d'infrastructures qui accompagnent, qui ont été prévues pour absorber toute cette quantité d'eau qui arrive. À un moment donné, il faut que ça stagne quelque part. C'est ce que l'on voit vers Missabougou, vers autres, parce que on a installé les gens, mais on n'a pas prévu un système d'assainissement pour évacuer cette eau. Même si on avait prévu un système d'assainissement avec la situation dans laquelle on est en train de vivre,
qui est le réchauffement, le changement climatique et cette forte intensité de pluie qui ne sont pas connues avant, parce que quand on parlait, le doyen parlait de Tchotcho, c'était connu comme une période douce de pluie avec une faible intensité pendant un long moment. Mais aujourd'hui, nous avons des averses. Une pluie qui devrait arriver un mois arrive moins d'un après-midi. Quel que soit ce qu'on prévoit, on va avoir une inondation. Mais la différence, c'est que les effets seront moindres si on a les infrastructures parce que ça permet d'évacuer plus rapidement l'eau qui est là. Donc il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs physiques, il y a des facteurs liés aux phénomènes extrêmes météorologiques, il y a aussi des facteurs liés aux activités des humains. Et le fait que les caniveaux soient bouchés, le fait que les gens s'installent n'importe où, ou le fait qu'on installe les gens dans des zones qui sont naturellement inondables et qu'on ne prévoit pas d'aménagement spécifique pour évacuer, même en période normale, ces zones-là sont inondées, même en période normale, à forte raison. Maintenant, cette période où on a de plus en plus de phénomènes extrêmes météorologiques qui se produisent. Monsieur Sow, on remarque que certains s'installent dans des endroits où l'État n'est pas encore forcément arrivé. Quand je dis l'État n'est pas arrivé, des endroits qui ne sont pas viabilisés. Comment l'expliquer 64 ans après notre indépendance, qu'on soit toujours là? Bon, il faut savoir aussi que nous avons plusieurs modes c'est-à-dire d'attribution des parcelles à usage d'habitation. Il y a le système traditionnel qui continue malheureusement. C'est-à-dire le système traditionnel. Donc l'accession à la terre selon les coutumes traditionnelles, ça existe toujours. On dit que Bamako c'est un gros village, donc ces pratiques-là continuent toujours. Vous allez en périphérie, vous pouvez avoir un lopin de terre sans aucun plan de lotissement et vous y installez. Ça, malheureusement, ça existe. Mais tout ceci vont être résolus par les nouvelles dispositions de la loi domaniale et foncière qui fut adoptée il y a juste 2-3 ans. Et il y a des clauses là-dedans qui prévoient de régulariser toutes ces situations-là. Mais c'est que nous avons une administration aujourd'hui, c'est-à-dire tout est concentré à Bamako. Il y a aussi les politiques de centralisation qu'il faut vraiment pousser jusqu'au bout parce que quelqu'un qui gagne là où il habite, il n'a pas besoin de quitter. Mais si tout est centré dans une seule ville comme Bamako, eh bien c'est Bamako, l'ossature urbaine du Mali, c'est Bamako qui tire. Et tout le monde est rue vers là parce qu'on est certain d'avoir ce qu'on cherche. Mais messieurs, quand on regarde, pardon de vous couper, quand on regarde cette infographie, la première chose qui frappe à l'œil, c'est que ce soit Bamako, que ce soit Ségou ou bien Koutiala, ce sont les régions qui sont les plus touchées, en tout cas d'après ces données. Oui. Bamako, on est à 7 cas d'inondation, à Ségou, on est à 6 cas, à Koutiala, on est à 4 cas. Ça, c'est du 7 au 15 août. Est-ce que ces endroits, ils ont le même relief, ces régions? Non, ces endroits... Parce qu'on aurait pu penser que si c'était la forte démographie, en général, ces régions-là ne sont pas forcément assez peuplées comme Bamako. Non, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Ça va être trop facile parce qu'il faut savoir déjà quelles sont les quantités de pluie qui sont tombées et en combien de temps. Et entre-temps, il faut voir aussi quels sont les endroits qui ont été inondés. Si on connaît les endroits qui ont été inondés, on connaît la quantité de pluie qui est tombée, on peut donner des avis là-dessus. Alors, donc pour le cas de Ségou, par exemple, on a expliqué que la localité de Bla a été inondée, Konobougou a été inondée, Koulala a été inondée, Sido a été inondée. Pour le cas de Bamako, les 6 communes donc de Bamako, donc certains quartiers, vous l'avez cité, vous l'avez dit tout à l'heure, notamment Missabougou a été inondé. Pour le cas de Koutiala ville a été inondée. Donc c'est quand même des endroits où on aurait pu penser que c'est la ville, par exemple, Koutiala ville. Je donne un exemple. Bla, par exemple, c'est pas la première fois. Tout à fait. C'est pas la première fois que la Bla est inondée.
quand on regarde bien la position de Bla, les parties qui sont inondées, c'est des zones qui sont naturellement inondables. Et après les inondations, il n'y a pas eu de mesures pour empêcher que ces zones ne soient inondées. On avait même déguerpi, si mes souvenirs sont bons, déguerpi les gens dans certaines zones, mais ils sont revenus. Et comme on le dit, on est dans le changement climatique. Et ces genres d'épisodes vont se produire de plus en plus. Il faut que ça, on ait ça dans l'esprit pour que tout ce que nous allons faire désormais en termes d'accompagnement ou en termes d'aménagement du territoire, qu'on intègre le changement climatique et les phénomènes extrêmes météorologiques. Ce n'est pas seulement la forte pluie, on a connu une vague de chaleur cette année qui a fait beaucoup de morts malheureusement. Donc ce n'est pas seulement la pluie. Et la pluie est un phénomène parmi tant d'autres dans le changement climatique. Il faut qu'on intègre le changement climatique. Et tout ce qu'on va faire, que ça soit, qu'on tienne compte. Désormais, on va avoir des pluies de forte intensité de plus en plus. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas encore sorti. On va voir ce qui est pire dans ces inondations en parlant d'effondrements et de vents violents qui ont été enregistrés entre le début de la saison hivernale, donc juin, et le 15 août par le comité interministériel de gestion de crises et catastrophes. À Bamako, il y a eu un épisode d'effondrement, à Koutiala, effondrement, un cas d'effondrement, à Mopti, 3 cas d'effondrement. Quand on parle de vent violent, à Nioro, on a eu 1 cas. En tout, quand on prend les effondrements, on a eu en tout, donc de début juin au 15 août, 6 cas d'effondrement. Monsieur Deyoko, je sais que vous n'êtes pas en général très d'accord quand on dit que c'est parfois la plupart de ces maisons qui sont effondrées, ce sont des maisons qui ont été faites en terre, en banco. Je sais que vous avez un amour pour cette matière. Absolument. Bon, pour parler des cas d'effondrement, il faut retenir que depuis on est pays sahélien, et ces derniers temps on connaît des afflux de pluie. Parce que, comme l'a dit le collègue, on est dans le cadre du changement climatique. En ce moment-là, il faut que les gens aussi changent de comportement pour que ça puisse aller, c'est-à-dire adapter aux bâtiments, au changement climatique. Maintenant, comme il n'y avait pas beaucoup de pluie, les gens construisaient légèrement. L'effondrement n'est pas la faute du banco, hein, ça je le dis. L'effondrement est dû à la faute des techniciens, à la faute des gens qui font les constructions en terre, parce que ça se fait très légèrement. Et là, il faut faire très attention. Je pense qu'il y a des techniques nouvelles maintenant qui permettent vraiment de faire face. Parce que parallèlement, si on élimine les maisons en bako, on sera au mois d'avril, on sera confronté à un autre problème aussi, qui serait la chaleur. Donc, on est entre les deux. Il y a l'inondation et il y a la chaleur. Alors, si on dit les bâtiments en terre s'écroulent, qu'il faut supprimer ça pour mettre les bâtiments en ciment, on va se retrouver au mois d'avril où on va dire « Ah, on a un problème parce qu'il fait très chaud ». Donc, vous voyez un peu, le tout, c'est de réfléchir dans les deux cas et de réfléchir pour mettre les techniciens à l'œuvre, leur permettre de leur donner les moyens de réfléchir pour vraiment travailler cette terre-là, qui est vraiment la terre de construction. Et ça, moi, je suis un amoureux de maisons en terre. La preuve, c'est que moi-même, j'habite dedans. Ça fait 20 ans que je suis dans une maison en terre et ça ne bouge pas. Donc, il y a une question de technicité. Monsieur Sow, l'architecture, je sais que vous êtes architecte, je l'ai dit tout à l'heure, l'architecture de certaines maisons aussi pourrait expliquer l'effondrement quand il y a de fortes pluies, quand l'eau n'avance pas. Non, pas l'architecture. L'architecture ne peut pas aller sans l'ingéniosité de l'ingénieur. En fait, c'est deux corps qui vont ensemble. L'architecte il conçoit son édifice, mais pour la partie stabilité, il est tenu de consulter l'avis d'un ingénieur en la matière qui va lui faire les calculs de structure
quels sont les dimensionnements des différentes structures portantes du bâtiment pour que cela tienne. Et tout ceci dépend justement de la nature du sol. Il faut aussi un bureau d'études de sol pour savoir jusqu'à quelle profondeur nous allons descendre pour avoir des fondations solides et pour faire face même à des pluies centenaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on parle d'experts dans ce pays-là, les gens pensent qu'ils jettent de l'argent par la fenêtre en consultant un architecte d'abord, à forte raison un ingénieur et un bureau d'études de sol. Vous voyez, donc on est servi par ce qu'on met sur la table. Voilà, et c'est très dommage parce que on pourrait sauver des vies en décidant d'investir un peu sur son bien. Il faut que les gens comprennent que rien ne sera comme avant. Et comme l'a dit le doyen, on doit revoir notre façon de voir les choses et avoir un nouveau paradigme. Par exemple, il y a 20 ans, on aurait pu construire à un endroit sans problème qui aurait tenu, mais aujourd'hui, si on le fait, le bâtiment va s'écrouler parce qu'on doit tenir compte de beaucoup de facteurs qui, malheureusement, souvent les gens construisent, ils pensent que c'est seulement le maçon qui est habilité à faire les choses. Et souvent, on se rend compte qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Vous avez des endroits où il pleuvait pratiquement pas. Tenez, hier soir, j'ai regardé au Tchad. Un endroit où il pleuvait moins de 100 mm par an. En 4 jours, il y a eu plus de 200 et quelques millimètres d'eau qui a tout envahi. Hein? En tant une construction qui aurait tenu, à qui on aurait donné un certificat, toute cette quantité d'eau, est-ce que ça pourrait tenir? Donc c'est ça le problème. Et quand il y a des effondrements, si c'est les bâtiments en banco, on peut comprendre, parce que le premier ennemi du banco, c'est l'eau. Hein? Il suffit que l'eau, oui, ça s'humidifie et puis ça s'écroule. Mais pour les autres bâtiments, il va falloir faire vraiment des études pour savoir quelles sont les causes réelles. Parce qu'avec ces situations, il y a des changements dans le sol qui n'étaient pas connus avant, mais qui seront des phénomènes nouveaux auxquels on va faire face. Donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Un bâtiment peut s'écrouler, ce n'est pas parce que ça a été mal fait. C'est parce qu'il y a eu des phénomènes extrêmes qui n'ont pas été prévus à son temps et qui arrivent et qui font que le bâtiment part. Monsieur Mega, vous avez bien fait de préciser que les inondations ne concernent pas que le Mali. On a vu même à Dubaï, en France, au Canada, des pays dits développés où il y a eu des inondations. Mais on va voir les conséquences de ces inondations. On parle de pertes en vie humaines. 7 personnes sont mortes entre le 7 et le 15 août, donc d'après le Secogec. 2 personnes à Ségou, 3 personnes à Koutiala, 1 personne à Koulikoro et 1 personne à Kita. En tout, c'est 15 personnes qui sont décédées entre le début de l'hivernage et le 15 août. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les inondations, c'est avec leur lot de morts aussi. Oui, parce que ça a été même prévu, je pense. Il y a eu une étude de l'Agrimet qui est basée à Niamey, qui avait prévu qu'avec le changement climatique, on va assister de plus en plus à ces phénomènes d'inondation, de forte chaleur et les autres phénomènes météorologiques externes, tels que le vent, qui va être très violent aussi. Voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont déjà, quand on regarde déjà de 2009 à maintenant, on voit que les épisodes d'inondation s'approchent. C'est que il y a des endroits qui ne connaissaient pas du tout ce que c'est qu'une inondation. Ils connaissaient les sécheresses avant. Mais les inondations, ils ne connaissaient pas. Mais de plus en plus, des endroits secs connaissent
des inondations. Messieurs, je vous invite à suivre ce point de vue qui revient un peu sur l'installation anarchique de certaines populations. Beaucoup d'usagers aussi qui, au lieu d'aller voir les spécialistes, non, ils préfèrent faire l'opération eux-mêmes. Alors, sinon, si on consultait l'architecte, l'urbaniste, le géomètre expert, il y a beaucoup de dégâts qui pourront être évités. Quelque part aussi, on peut dénoter le fait qu'il y a des lotissements où il n'y a pas d'assainissement prévu. Les caniveaux ne sont pas construits. Donc, si tel est le cas, ça peut engendrer des petits désagréments aussi. Alors, premièrement, je préconise qu'il y ait une police de surveillance des caniveaux, des collecteurs. Toute personne qui sera surprise en train de jeter des ordures dans les voies d'assainissement soit sanctionnée selon la réglementation en vigueur. Alors, après ça aussi, qu'il n'y ait pas d'attribution de parcelles dans les endroits qui ne sont pas habitables au cas où il y aura de fortes pluies. Voilà, ça peut beaucoup diminuer vraiment les sinistres, les désastres que nous sommes en train de voir maintenant. Alors, Monsieur Deyoko, tout à l'heure, on parlait de la responsabilité des personnes qui vont notamment s'installer dans les lieux qu'il ne faut pas, les lieux qui sont remplis d'eau marécageux. Il y a aussi ceux qui jettent les déchets dans les canaux d'évacuation d'eau. Si je dois parler en tant qu'urbaniste, je dois dire, peut-être pour ne pas faire l'éloge de l'État, il y a beaucoup de textes qui ont été créés par l'État. Bon, ce n'est pas pour faire la fleur à l'État, c'est qu'en tant qu'ancien directeur, il y a beaucoup de textes pour prévenir un certain nombre de choses. Mais comme je dis, l'application de ces textes pose problème. Par exemple, quand il y a un terrain qui est libre quelque part, on dit qu'il faut lotir ce terrain parce que les gens en ont besoin. On ne voit pas la position de ce terrain. On ne sait pas si c'est dans un cours d'eau. Parce que si le lotissement est fait au mois d'avril, on ne se rendra pas compte que c'est quand même un point bas. Je vous donne une petite histoire. J'ai vu un élu à Caille. On était au mois d'août. Il m'a dit, ce terrain-là, je vais le vendre au mois d'avril. Parce que le terrain était inondé. Et ça, c'était un élu local. Ça veut dire qu'au mois d'avril, il n'y aura plus de machin et il va construire. Donc, vous voyez un peu que notre propre perception de l'espace, comme je dis, pose des problèmes. Sinon, au niveau technique, je pense que les techniciens ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait sortir beaucoup de lois, beaucoup de textes. Mais les gens ne lisent pas. Et en général aussi, quand on prend des mesures contre les gens pour ne pas s'installer soit sur une place publique, soit quelque part, les gens se révoltent et s'opposent souvent à ça. Et ça crée beaucoup de problèmes parce que le problème maintenant, c'est une grande sensibilisation. Comme maintenant on est tous touchés par ce problème, vous avez cité le nombre de morts, c'est dommage, mais ça doit nous faire réfléchir pour que vraiment maintenant, quand l'autorité, les services publics ou les ingénieurs ou les techniciens ou les urbanistes viennent quelque part, disent qu'il ne faut pas construire là, il faut que les gens soient quand même assez responsables pour respecter un peu ça. Monsieur Sow, je vous fais réagir juste après cette infographie qui va nous amener à parler du bilan cumulé des sinistres de juin, début de l'hivernage au 15 août. On parle d'un bilan de 4150 ménages touchés, donc 32 068 personnes sinistrées. Rien qu'à Bamako, on a enregistré 24 cas d'inondation d'après le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. On n'a pas encore atteint le pic. On est dans le mois du pic au niveau des pluies, comme ça a été évoqué par le chef météorologique tout à l'heure. Le pire est derrière ou devant?
tel que on s'inscrit aujourd'hui au niveau global, parce que le phénomène est mondial, il faut s'attendre de plus en plus à des phénomènes violents. Avant, quand on prenait des décisions, on se référait à la pluie centenaire, par exemple. Mais cette pluie centenaire, aujourd'hui, ne veut rien dire. La pluie centenaire, c'est-à-dire C'est-à-dire qui vient une seule fois tous les 100 ans. Rarement. On faisait les conceptions en fonction de ça, mais aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Parce que cette pluie centenaire, il peut y avoir l'équivalent de cette pluie centenaire tous les 10, 20 ans. Donc, ce qui veut dire que aucun scientifique aujourd'hui ne peut vous dire que la situation ne va pas se détériorer. Le cas spécifique de Bamako est tel que, de par sa morphologie, toutes les eaux, nous sommes dans une cuvette au fond duquel il y a un grand fleuve. Toutes les eaux sont dirigées vers ce grand fleuve-là. C'est des vases qui communiquent, c'est-à-dire il y a un cours d'eau qui reçoit, il y a des rivières et des collecteurs artificiels qui drainent l'eau vers ce cours d'eau-là. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'écoulement se fait bien et que le niveau du fleuve est bas, il n'y a aucun problème. Le niveau du fleuve continue à augmenter. À un moment donné, ça va arriver au niveau de l'effluent qui est censé déverser dedans. Et le déversement ne se fait plus. Et donc l'eau remonte en amont. Et quand ça remonte en amont, ça déborde les ouvrages et on se retrouve pied dans l'eau. Ça, c'est l'explication typique du cas de Bamako. Que faut-il faire pour réduire les inondations et les cas de mort? Nous en parlerons dans une poignée de secondes. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre Entreprendre, votre magazine entrepreneurial et économique. Merci messieurs d'être restés sur le plateau pour notre débat. Je vous invite à regarder cette autre donnée qui va nous permettre de parler cette fois-ci du développement urbain du district de Bamako. Vous aviez, messieurs, commencé à en parler. Quand on parle de démographie de Bamako, on parle de 2,5 millions d'habitants. Ça, c'était en 2020. On parle maintenant même de 3 millions pour 2024. Voilà, donc 4 millions 200, vous me dites en 2024. Mais d'ici à 2030, on parle de 5 à 6 millions d'habitants. Et d'ici à 2050, de 9 à 13 millions d'habitants. Monsieur Deyoko, Monsieur So. Le problème de Bamako dépasse Bamako, si je peux dire ainsi. Parce que non seulement le taux d'urbanisation de Bamako est très élevé, mais il y a aussi les phénomènes d'insécurité dans le nord qui incitent les gens à venir dans Bamako. Donc vous voyez que en un laps de temps, Bamako est passé de, je pense, à 2 millions d'habitants il y a 4-5 ans. On se trouve à 4 millions, hein, si je comprends le truc. Donc c'est énorme pour une ville. Parce qu'il y a une question d'espace, il y a une question d'équipement de base. C'est une inondation, en sorte. Et donc, ça crée énormément de problèmes. C'est ça le vrai problème, c'est la rapidité avec laquelle l'accroissement se fait. C'est ça un grand problème. Et autant les populations que les services publics ne sont pas armés pour faire face à ça. Bon, maintenant, si on peut apporter, parce qu'on a fait assez de constats, hein, je pense qu'il faut apporter quand même quelques solutions quand même. Il n'est pas dit que rien n'est fait. Comme ça, il ne faut pas que voilà aussi être trop pessimiste. C'est d'essayer de voir un peu comment on peut trouver des éléments de solution. On va en parler tout à l'heure, mais je vais juste faire réagir M. So et M. Mega sur la démographie de Bamako. Cette démographie qui croît d'année en année. On va tripler même cette démographie les 10-20 prochaines années. En fait, le taux de 5,4, le taux de croissance de Bamako de 5,4, si on le traduit en français, ça veut dire un dédoublement tous les 15 ans. Dédoublement. Donc on double notre population tous les 15 ans. Tous les 15 ans. Donc il faut se préparer à cela. Et c'est d'ailleurs dans la préparation à cela que les collectivités ont été amenées à se regrouper sous forme d'intercollectivité pour créer le Grand Bamako, qui est une métropole aujourd'hui, qui regroupe
la mairie du district, les 6 communes du district et 19 communes de la périphérie. Pardon de vous couper, c'est une réalité parce que je sais qu'au Mali, on fait des grands projets avec des grands noms qui font rêver, par exemple la métropole de Bamako, mais après la réalité elle est tout autre. C'est une réalité, mais avant d'aborder la métropole, j'aimerais dire pourquoi le taux de croissance là, quel rapport avec les inondations? Parce que vous savez, les statistiques, je vais y arriver, sont connues. Un Sahélien consomme 50 litres par jour. 50 litres d'eau? Oui, par jour. Un Européen consomme 150 litres par jour. Un Américain, 300 litres par jour. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, le taux de rejet, c'est 80%. Si vous consommez 50 litres par jour, vous rejetez, chaque population rejette 40 litres par jour. Plus la pluie, c'est-à-dire les deux phénomènes arrivent en même temps. En temps normal, en dehors de la saison de pluie, le phénomène n'est pas remarquable. Mais les deux ensemble, c'est vraiment un phénomène assez important parce que vous avez 1 million d'habitants qui consomment 50 millions de litres et qui rejettent 40 millions de litres par jour. Vous imaginez la quantité d'eau. Et ce phénomène-là aussi n'est pas négligeable dans le phénomène de découlement, dans le principe d'écoulement des eaux, parce qu'il faut tenir compte de notre consommation personnelle auquel va s'ajouter la pluie. Et ça ne fait que accentuer le phénomène. Monsieur Mega, je vous donne la parole juste après cette autre donnée qui nous amène cette fois-ci à parler du développement urbain du Mali. Donc en tenant compte des autres villes, on parle d'une démographie des villes secondaires de plus de 4 millions d'habitants actuellement. Donc les villes secondaires, les autres villes qu'on a en dehors de Bamako. D'ici à 2030, on va passer de 4 millions à 14 voire 15 millions d'habitants dans ces villes secondaires. Et d'ici à 2050, on va passer de 27 à 37 millions. La problématique va aller en augmentant. Le problème, ce n'est pas l'augmentation des villes. Le Mali est sous-peuplé par rapport à sa superficie. Ouais. Mais il y a des pays qui sont hyper peuplés où on n'a pas ce désordre-là, où il y a une certaine organisation. Mais si on le ramène à l'inondation, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a mis tout en place qu'il va pas avoir des inondations. Il va y avoir des inondations, mais c'est l'atténuation de ces effets qui montre un peu le niveau de maîtrise d'une collectivité. Vous l'avez dit, on ne peut pas arrêter les inondations. On l'a dit, des pays développés même font face à l'inondation. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui concrètement pour réduire, ne serait-ce que les inondations, donc réduire les pertes en vies humaines? Monsieur Sow, après Monsieur Déo. On ne peut pas agir sur le phénomène lui-même, mais on peut agir sur ses conséquences. Tout à fait. Prévenir ses conséquences et de préparer des plans de contingence. C'est-à-dire qu'il faut estimer des scénarios catastrophes et se prémunir des dispositions quand ça arrive. Qu'est-ce que nous devons faire? Il ne faut pas que nous soyons dans des cas comme ça et prendre des mesures d'urgence qui sont parfois fausses, parce que dans l'urgence, on n'a pas la sérénité pour réfléchir et prendre des solutions qui tiennent la route. Donc il faut que ces plans de contingence-là soient établis avec les pires scénarios possibles. Je repose ma question autrement. La métropole que vous êtes en train de mettre en place, ou bien que vous avez mis en place depuis 2018, le Grand Bamako, qu'est-ce que ça pourrait changer fondamentalement pour nos compatriotes qui sont sous les eaux à chaque fois qu'il pleut et qui ont même perdu leurs habitations? La métropole, c'est en fait un espace de mutualisation des moyens et des efforts. C'est-à-dire les collectivités ont une certaine prérogative aujourd'hui transférée par l'État central. Mais prises séparément, ces collectivités-là n'ont pas les moyens de faire face à ces prérogatives-là. C'est pour cela qu'il faut mettre les moyens ensemble afin d'arriver à réaliser des choses qui sont d'ordre métropolitain. Une station de traitement de boue aujourd'hui, de boue de vidange, c'est une station qui demande entre 30 et 40, voire 50 hectares, qui n'existe pas à Bamako. Une décharge finale pour les déchets ménagers, c'est aussi 50 hectares, voire plus. Ce sont des superficies qui n'existent pas à Bamako.
Donc il faut se mettre autour d'une table avec les communes de la périphérie, là où l'espace y est, pour trouver des solutions à ces problèmes-là macro. Et ce sont des questions d'ordre macro qu'on va résoudre au niveau de la métropole, dont la capacité du district seul ne peut pas résoudre, ni la capacité des communes périphériques aussi ne peut subvenir à ces problèmes-là. On se met autour de la table, on fait une cagnotte, chacun cotise, et puis on fait un programme décennal. On a fait un programme décennal récemment, estimé à 1664. Sur quelle année? Quelles sont les années de 2021-2030. 2021-2030, estimé à la bagatelle de 1664 milliards. Pardon, vous posez cette question qui est obligatoire. Qui va payer? Qui va payer? En fait, payer là, ce n'est pas ça le problème. Parce qu'il y a un projet qui a besoin de financement. Attendez, il faut que votre projet soit viable et vous trouverez un acheteur. Il faut pas, la question de l'argent, pour moi, ce n'est pas la vraie question. Il faut que le projet soit bon d'abord. Et s'il est bon, il y aura toujours des investisseurs qui s'y intéressent. Pourquoi? La petite histoire. Quand on a mis le Grand Bamako en place, on était en train de préparer le projet urbain avec la Banque mondiale. Mais c'est la création de ce Grand Bamako qui a permis aujourd'hui de réunir les conditions pour réaliser les 2 décharges qu'on va réaliser dans le cadre de ce projet. Les 2 stations de traitement de boue qu'on va réaliser, c'est la création du Grand Bamako qui a permis d'ouvrir cette voie-là. Et rien que ça justifie la création. Et un dernier exemple, un bailleur de fonds, la BOAD vient encore de frapper à la porte du Grand Bamako pour la réalisation d'une décharge. Nous avions 5 décharges prévues sur les 10 années, 3 déjà ont eu des preneurs. Et la seule conditionnalité de la BOAD, c'était de mettre à disposition un terrain de 50 hectares. Et l'État devrait mettre un terrain de 50 hectares à disposition. Et le Grand Bamako l'a fait. Hydromet est un programme parmi tant d'autres qui accompagne les populations victimes d'inondations, qui alerte donc ces populations et qui leur vient en aide. Je vous propose de suivre ce cas d'école. Hydromet est un projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la prestation des services hydrométéorologiques, d'alerte précoce et de réponse aux urgences. La dégradation des ressources naturelles et des conditions environnementales occasionne d'énormes pertes à travers le pays. Selon le coordonnateur Cheikh Fantamadi Koné, cette dégradation pousse Hydromet à travailler inlassablement pour un renforcement de la résilience des communautés et de l'économie face aux catastrophes et pour sauver des vies. Hydromet a enregistré des résultats louables malgré les difficultés de démarrage. Expliquer les responsables qui parlent de plus de 2 200 000 hommes et femmes sensibilisés aux risques climatiques et plus de 200 000 informés sur l'alerte rapide améliorée sur la sécurité alimentaire. Financé à hauteur de 19 500 millions de francs CFA par la Banque mondiale et le Fonds vert pour le climat. Hydromet est un projet de l'État du Mali et de la Banque mondiale. Monsieur Deyoko, concrètement, vous, en tant qu'urbaniste, en tant que directeur d'un cabinet qui accompagne les personnes, le secteur privé dans le secteur de l'urbanisme, qu'est-ce que vous recommandez concrètement pour essayer, encore une fois, non pas d'arrêter, mais de réduire les cas d'inondation, les pertes en vies humaines? Bon, moi je vais compléter d'abord le cas du Grand Bamako parce que le problème de Bamako dépasse Bamako même. Je pense qu'on doit renforcer le Grand Bamako, mais de mon point de vue, en spécialisant les communes limitrophes. Parce que ce problème-là arrive dans tous les pays du monde. Je prends le cas de Paris que je connais. Quand j'étais étudiant, il y avait un grand problème dans Paris même.
Et pour résoudre ce problème, à l'époque, on a fait des villes nouvelles autour de Paris. Cergy-Pontoise, Paris 2, etc., etc. À l'époque, moi, j'étais étudiant. Et ça a permis de décongestionner Paris pour vraiment créer des villes nouvelles autour de Paris et renforcer l'infrastructure routière, ferroviaire et de métro pour permettre à Paris de respirer. À l'époque, j'étais étudiant et j'ai même participé à l'étude de Paris 2. Donc, je pense que dans Grand Bamako, mon point de vue, c'est de spécialiser un peu certaines communes dans des trucs spécifiques pour permettre aux citadins, c'est-à-dire les habitants de Bamako-Ville, d'aller un peu là-bas. Je prends le cas du grand marché de Bamako. On m'a posé la question au niveau de Radio Clédou qu'il faut trouver des solutions pour le grand marché de Bamako. Je dis, il n'y a pas de solution. Il faut créer d'autres marchés en dehors de Bamako pour décongestionner, parce que la terre n'est pas quelque chose de divisible, de morcelable, d'extensible. Donc il faut décongestionner certaines activités dans le cadre du Grand Bamako. Bon, ça nécessite des moyens, mais ce n'est pas au niveau des moyens que le problème se pose, c'est la volonté des uns et des autres. Monsieur Mega? Oui, moi en tant qu'ingénieur conseil, je ne peux parler que sur les infrastructures d'assainissement. Se rend compte déjà, Bamako, il y a insuffisance d'infrastructures dans ce cadre-là, et il va falloir repenser vraiment l'assainissement même de Bamako par rapport C'est encore possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? On a vu par exemple au Sénégal où ils étaient obligés de créer une autre ville en dehors de Dakar. Oui, je vous donne un exemple. Quand vous prenez les zones qui sont plus ou moins bien assainies à Bamako, il y a moins de problèmes, même quand il y a inondation, vous avez une évacuation rapide des eaux. Parce que les infrastructures fonctionnent. Le problème de Bamako, on n'en a pas assez. Ce qu'on a ne fonctionne pas. Donc, il va falloir repenser en fonction des données nouvelles qu'on a, le changement climatique, c'est-à-dire créer des infrastructures en tenant compte du changement climatique. Quand on regarde certaines infrastructures, ça a été créé il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, elles ne répondent pas du tout aux réalités d'aujourd'hui. Je vous donne la parole juste après cette dernière infographie de l'émission que je vous invite à regarder, qui va nous amener à parler des actions menées par le gouvernement pour venir en aide aux personnes sinistrées. Le gouvernement a donc lancé une opération de sauvetage et de mise en sécurité des sinistrés. La distribution de vivres et non-vivres à 535 ménages sinistrés à Abla, à Baké-Bougou, l'écurage de caniveaux et évacuation des blés des collecteurs du district de Bamako ont été également organisés sur un linéaire de 18 145 mètres linéaires sur 32 911. Il faut vraiment qu'on se parle, qu'on arrive à se parler dans ce pays, franchement. Parce que l'État a décidé de lui-même de transférer certaines prérogatives aux collectivités, aux mairies comme on appelle. Mais l'État continue à exercer ces prérogatives-là. Le curage des caniveaux n'est pas du ressort de l'État, ça revient aux collectivités territoriales, il faut le dire. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, les collectivités, et arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes district, ne jouent pas assez leur rôle, notamment dans certains quartiers où on se demande même s'il y a des collectivités. C'est ce qu'on dit, moi, aujourd'hui, pour que en fait, je vis dedans, je le sais. Ces collectivités-là, si on leur donne les moyens, qu'est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir faire?
qu'on leur donne les moyens. De la même manière dont on a dit qu'on va transférer ces prérogatives-là, de cette même manière, avec la promesse de transfert des moyens, eh bien qu'on tienne les promesses, qu'on transfère les moyens et qu'on les voit à la tâche. Si ils ne font pas ce qu'on leur demande, en ce moment, on peut dire qu'ils ne font pas bien le boulot et on reprend la chose. Mais on ne peut pas donner la tête à quelqu'un et puis dire voilà, il ne fait pas bien le boulot. Voilà. Non, c'est facile ça. Que ce soit la délégation spéciale qui est là ou que ce soit d'autres collectivités, ces collectivités n'attendent que les moyens pour pouvoir assumer les prérogatives que l'État leur a transférées. Et c'est extrêmement important. C'est un cri de cœur que je lance ici pour pouvoir inciter les autorités étatiques à transférer les moyens aux collectivités et à les mettre à la tâche. Je vais enchaîner sur justement la question, quelles sont les solutions vraiment urgentes à mettre en place à votre avis. Les solutions urgentes, il faudrait que tout projet d'approvisionnement en eau aujourd'hui, déjà sur ce pan-là, qu'on puisse dire que tout projet d'approvisionnement en eau aujourd'hui soit accompagné de la gestion des eaux usées qui va en résulter. Le projet de Kabala a commencé. C'est pour cela qu'on a voulu faire 2 stations de traitement de boues de vidange pour Kabala, parce qu'on produit des millions de mètres cubes d'eau par jour. Et 80% de ces mètres cubes d'eau par jour sont rejetés à travers les caniveaux que nous connaissons. Et l'eau de pluie rejoint ces eaux-là et le résultat est connu. Le résultat est là. Donc, faisons en sorte que chaque projet d'approvisionnement en eau ait un pan de gestion des eaux usées qui va en résulter. Et faire accompagner le projet d'approvisionnement en eau par un projet d'infrastructure d'évacuation des eaux usées. De la même manière, vous apportez l'eau par tuyau, l'eau potable par tuyau. De cette même manière-là, vous devez prévoir d'autres tuyaux pour ramener l'eau une fois utilisée. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des villes de plus de 20 millions d'habitants. Le Grand Caire fait 20 millions d'habitants. Mais pourtant, ça se gère. Ce n'est pas la taille de la population qui est problème. C'est surtout le niveau d'équipement qui fait problème. Je vais quand même un peu compléter ce que So vient de dire, parce que c'est important en matière d'eau. Je prends le cas de Ouaga, dont je connais parce que j'ai fait 4 ans là-bas. Il n'y a pas de fleuve à Ouaga. On a creusé des grands trucs qui sont des retenues d'eau. Et c'est extrêmement propre. Aucune personne ne peut jeter même un brin d'allumette là-dessus. Et c'est ça qui permet d'alimenter Ouaga, parce que le grand problème de Ouaga, c'est ça. Nous, on a un grand fleuve qui est impossible. Donc, il y a quand même un problème sur lequel il faut qu'on pense. Vraiment, en matière d'eau, on ne devait pas se plaindre. C'est parce qu'on gère mal l'eau qu'on a. Et il faudrait aussi qu'on soit discipliné. Non, je voudrais rebondir sur ce que le doyen vient de dire. Il y a des solutions toutes simples. Le bassin d'orage dont je parle, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Nous avons tous des espaces publics dans les quartiers. Il y a les terrains de foot des jeunes. Il suffit juste de faire même 30 cm ou 50 cm de dénivelé pour pouvoir contenir le surplus d'eau de pluie qui arrive rapidement. On va le stocker là, avec une possibilité de vidange par trop plein. Et ça s'évacue rapidement après la pluie. On lâche petit à petit l'eau et puis on n'est pas inondé. Pour faire face aux problèmes d'inondation, affaire récurrente à Bamako, qu'on n'ait pas trop d'effets. Pas qu'à Bamako. Non, au Mali, c'est-à-dire il n'y a pas de solution urgente. Il y a de solutions urgentes pour les sinistrés, ceux qui subissent les conséquences. Mais pour vraiment travailler sur les infrastructures, il n'y a pas de solution urgente. Il va falloir que nous mettions nos intelligences ensemble et mettre les ressources qu'il faut et réfléchir à un nouveau paradigme de conception de nos infrastructures face à tous ces changements auxquels on n'est pas habitué.
Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau d'Entreprendre, débattre de notre thème inondation, impact socio-économique. Je rappelle que j'ai eu la chance de recevoir sur ce plateau 3 invités, dont monsieur Ousmane Sow. Il est architecte, environnementaliste, urbaniste. Il est également économiste des transports. J'ai également eu la chance de recevoir monsieur Arbokana Mega. Il est l'ancien président de l'Ordre des ingénieurs conseil. Il est le directeur du bureau d'études d'ingénierie Lobo Conseil. Merci monsieur Mega d'être venu sur le plateau. Merci également à notre invité principal, monsieur Abdoulaye Deyoko, ex-directeur national de l'urbanisme et de la construction, spécialiste donc en urbanisme et en aménagement de territoire, directeur du cabinet d'urbanisme Urbatec et promoteur de l'établissement d'architecture ESIO. Merci messieurs, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM1.